Cela fait des années qu'ils vivent aux États-Unis, beaucoup y travaillent, certains y ont fondé une famille. Ils sont aujourd'hui sommés de quitter le territoire. Donald Trump a mis un terme au TPS, un statut de protection temporaire instauré par Barack Obama. Près de 50 000 Haïtiens ont bénéficié. À l'été 2019, ils se retrouveront sans papier. C'est le Focus, il est signé Pierre Millet, Guillaume Lechat, reportage entre Brooklyn et Port-au-Prince. Dans les rues de Brooklyn, Ronald est comme chez lui. La cinquantaine passée, cet Haïtien de naissance est devenu New-Yorkais d'adoption. Après que je passe presque 18 ans au dehors, vous voyez, si je vais en Haïti, on va me considérer comme un étranger. Car il pourrait bientôt être forcé de rentrer à Port-au-Prince. Illégal à son arrivée aux États-Unis, il bénéficie depuis 2010 d'un statut très spécial. Puis c'est la carte de TPS, c'est un statut temporaire qu'on nous a donné pour nous permettre de travailler après le tremblement de terre. Sauf que depuis, Donald Trump est passé par là. Les 500 000 Haïtiens qui bénéficient du programme aux États-Unis ont jusqu'à juillet 2019 pour légaliser leur statut, où ils seront renvoyés chez eux. Moi, je ne suis pas content parce que je ne me sens pas préparé pour le présent moment d'aller en Haïti. Parce que je n'ai pas d'argent. Nous n'avons pas beaucoup d'économie. Moi, je n'ai pas d'économie là. Parce que l'argent qu'on gagne, on paie ici et puis on envoie de l'argent en Haïti. Pour Ronald, c'est environ 300 $ par mois qui vont à sa famille. Un sacrifice que beaucoup font dans ce quartier haïtien. Et bienvenue à notre rendez-vous de tous les soirs. Une voix s'est faite l'avocate de cette communauté, celle de Rico Dupuis, animateur de l'une des radios de la diaspora haïtienne en Amérique du Nord. Mais avant, on a fait un petit coup d'œil sur le dossier de TPS, parce que dans une certaine mesure, nous étions des cobayes. Ce retour massif en Haïti lui semble inenvisageable. Allez faire quoi en Haïti? Les gens meurent de faim en Haïti. Nous dire que Haïti, comment dirais-je, il y a eu des améliorations, des progrès depuis le tremblement de terre, c'est une farce, personne n'y croit. La misère qui sévit en Haïti, on ne peut même pas vous décrire ça. Surtout qu'Haïti croule déjà sous l'afflux d'immigrants rapatriés. À 3 heures de vol de New York, tout à l'est du pays, la ville frontière de Belader. Depuis 2 ans, ce port d'entrée vers la République dominicaine vit une crise humanitaire. Depuis que la police de Saint-Domingue chasse sans répit les Haïtiens sur son territoire et les expulse systématiquement, presque 41 000 rien qu'en 2017. Je m'appelle Timo Serro. Le GAR, groupe d'accueil des rapatriés et des réfugiés, est le premier contact de ces Haïtiens qui n'ont plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et il y en a beaucoup par jour qui viennent comme ça? Ah oui, beaucoup. Parfois 40, parfois 45, parfois 50. Chacun raconte alors son histoire. Ils m'ont frappé à la tête, ils m'ont volé 500 pesos. Ils ont même volé ma ceinture. Face à la situation, le GAR est débordé et craint l'éventuelle arrivée de réfugiés supplémentaires en provenance des États-Unis. C'est une situation catastrophique. Si déjà, avec ces vagues de rapatriés, on ne peut pas même les accueillir, nos confrères et sœurs qui viennent, avec les autres qui vont venir, ça fait peur, quoi. Parce que la réalité, c'est que les gens nous disent qu'ils ont laissé le pays parce qu'ils n'ont rien à trouver, ils n'ont pas de travail. Donc, avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous l'allez toujours? Ce jour-là, Diana Colin rend visite à l'un de ses rapatriés. Expulsé de République dominicaine il y a 2 ans, Yonel Sea, son épouse et leurs 7 enfants vivent dans des conditions misérables. C'est là que nous dormons tous, les parents et les enfants. On a laissé tous nos biens en République dominicaine et maintenant on vit en Haïti, dans des conditions très difficiles. Souvent on n'a même pas à manger, ni même d'eau à boire.
Ce genre d'histoire, il y en a des milliers actuellement en Haïti. On ne peut pas en vouloir à Dieu, c'est son choix. Mais vivre comme ça, c'est comme mourir. Et il n'y a rien que je puisse faire. Je n'ai aucune aide. Le seul choix, c'est de tout accepter. Aucune aide de l'État ou de la ville, juste celle du gars. Mais là encore, il y a des limites. Ça a un temps, les projets ont une durée. Après, on ne sait pas si gars aura toujours la possibilité de vous aider avec les enfants à l'école. Un État absent, des associations dépassées sous l'afflux des réfugiés. À Port-au-Prince aussi, le GAR est mobilisé. Comment ça va? Peu après l'annonce de la fin du TPS, Saint-Pierre-Beaubrun a envoyé un rapport aux États américains et haïtiens. Dans les conditions actuelles, Haïti n'est pas en mesure d'accueillir et de réinsérer sur son territoire les milliers de personnes qui seraient forcées de laisser les États-Unis si le TPS n'est pas renouvelé. C'est au gouvernement de faire cette déclaration, ce n'est pas à nous, de la société civile. Le gouvernement devrait prendre une position ferme en déclarant à l'État américain que le pays connaît une situation difficile. Contacté à plusieurs reprises, le gouvernement haïtien n'a pas souhaité répondre à nos questions. Officiellement, en tout cas, l'État encourage ses ressortissants à légaliser leur statut aux États-Unis avant juillet 2019 et la fin du TPS. Retour en plateau avec vous, Jacques Nézy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles, chercheur associé au Laboratoire caribéen des sciences sociales. Et puis on vous retrouve aussi à la radio sur Fréquence Paris Pluriel, diffusée en Haïti. Revenons un peu en arrière. D'abord, pourquoi est-ce que Barack Obama avait octroyé ce fameux TPS, ce statut de protection pour les Haïtiens? Je crois que la première réponse, c'est par empathie, parce qu'il faut le rappeler, il s'agit d'un tremblement de terre qui a causé... 2010, hein 2010, la disparition de 300 000 personnes. Donc le président Obama a manifesté sa solidarité envers Haïti en envoyant des troupes américaines qui avaient pour objectif de soigner les populations, les victimes blessées, et en même temps de faciliter leur arrivée aux États-Unis dans certains hôpitaux qui ont pu traiter les cas graves, et par la suite ont apporté une aide qui, hélas, n'était pas structurée, on peut le dire, et c'est là la principale déception. Mais par ailleurs, le président Obama avait accordé donc la possibilité aux Haïtiens, parce que c'est un statut qui était étendu à d'autres ressortissants, donc non seulement le TPS, mais il y avait la possibilité aussi pour la main-d'œuvre non formée d'accéder à certains emplois. Or, Donald Trump a supprimé ces deux dispositifs. Mais sur le TPS de Barack Obama, est-ce qu'il y avait une deadline pour ces Haïtiens? Est-ce qu'ils savaient qu'un jour, ils devraient quitter le territoire? C'est ça. C'est un statut assez limité dans le temps, puisque c'est par décret présidentiel que ça a été envisagé. Et il y avait un espoir pensant que, bon, avec la situation d'Haïti dramatique, qu'il y aurait une bienveillance de la part des autorités américaines. D'ailleurs, les Haïtiens, certains ont préféré voter Donald Trump, il faut le reconnaître. Là, ils sont déçus parce qu'ils pensaient que Donald Trump, lors de sa campagne aussi, a rencontré des Haïtiens en Floride. Il leur a promis de renouveler le TPS. Mais on voit bien, tel n'est pas le cas. Alors, les Haïtiens ont voulu sanctionner Clinton parce qu'ils sont... c'est une famille qui est très impliquée dans le jeu politique local, donc ils ont voulu sanctionner Clinton. Mais là, ils se retrouvent aujourd'hui très déçus de la position de Donald Trump. Je lisais qu'il y avait 27 000 enfants qui avaient au moins un parent haïtien qui jouissait de ce TPS. Il va se passer quoi pour ces enfants ? Eh bien, je crois qu'ils vont être rapatriés. Ils ont la nationalité américaine ? Théoriquement, selon la loi américaine, ils ont la nationalité américaine, mais il y a déjà selon mes informations, quelques enfants issus de familles haïtiennes qui ne peuvent plus aujourd'hui, au moment où nous parlons, accéder à l'école en salle de classe. Ils n'ont plus cette possibilité, puisque sous Obama, il y avait cette possibilité pour les enfants d'aller à l'école en attendant d'avoir un statut légal. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est une parenthèse fermée, donc il faut attendre aussi la position du Congrès. Voilà ce qui est écrit. Dans les faits, est-ce qu'un retour de cette population, de ces milliers de gens, de ces milliers d'Haïtiens en Haïti, est-ce que c'est possible? Où en est la reconstruction de l'île? C'est
l'un des pays les plus pauvres de la région. Oui, structurellement, c'est pas possible. L'économie est exsangue, et puis il y a eu le tremblement de terre qui a mis à genoux cette économie. Ajouté à cela, il y a eu un séisme l'année dernière, Machu, qui correspondait à plus de 30% du PIB, du produit intérieur brut. Donc, et au niveau structurel, Haïti n'a pas encore eu l'effet attractif, par exemple, du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, ça correspond à 1 an d'investiture de Jovenel Moïse, qui est président en Haïti. Mais pour le moment, la situation économique reste très dramatique. Et donc, Haïti n'a pas la possibilité, n'a pas la capacité de recevoir ses ressortissants pour la simple et bonne raison. L'économie l'économie est exsangue, comme je le dis, et elle n'est pas pourvoyeuse d'emplois suffisants pour entretenir, recevoir ces immigrés. Du coup, est-ce que ces Haïtiens pourraient se tourner vers d'autres pays voisins des États-Unis, le Canada par exemple? Ah oui, il y a déjà un mouvement massif de jeunes qui quittent Haïti. Ils partent notamment vers le Chili. Rien qu'en 2017, ils sont 500 000 au Chili. Alors, il y en a qui partent aussi en Guyane française et qui demandent le statut de réfugié en Guyane française. Et ceux-là, ils étaient au Brésil. Étant donné que la Guyane française a des frontières avec le Brésil, donc ils reviennent vers le Brésil. Et ces Haïtiens sont au moins 200 par jour à quitter Port-au-Prince, à destination du Brésil, à destination du Chili notamment. Le Chili notamment, c'est la destination favorite. Alors, il y en a aussi quand ils savaient qu'ils n'auraient pas le TPS aux États-Unis, et ils se sont vite dépêchés pour rentrer au Canada. Et au Canada, ils sont encore des milliers à attendre une réponse des autorités canadiennes. Il n'y a pas que les Haïtiens qui sont soumis au TPS, il y a aussi des Nicaraguais, des Soudanais, des Honduriens, des Salvadoriens. Eux aussi sont menacés ? Eux aussi sont menacés, mais comme dernièrement, Donald Trump a fait une déclaration assez humiliante pour le Salvador et Haïti, considérant que ses ressortissants n'étaient pas les bienvenus, parce que... Donc, la deuxième raison aussi, c'est que la main-d'œuvre haïtienne, elle ne correspond plus aux mutations de l'économie mondiale, qui s'intéresse à une main-d'œuvre formée, qui maîtrise bien les technologies modernes, etc. Donc, de plus en plus, à bien comprendre la déclaration de M. Trump, il semble privilégier l'immigration choisie, c'est-à-dire les ressortissants d'origine européenne. Merci beaucoup Jacques Nézy d'avoir été notre invité, politologue à l'Université des Antilles et puis à la radio Fréquence Paris Pluriel diffusée en Haïti.